Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. L'hôpital militaire de campagne de Ouawizert a reçu ses premiers patients. Un staff médical multidisciplinaire est à l'œuvre dans cette structure déployée dans la province d'Azilal sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Le rôle du Maroc dans la canalisation des investissements vers les pays africains, salué par le vice-premier ministre et chef de la diplomatie belge. C'était lors d'une conférence à Rabat à laquelle a pris part la délégation belge de haut niveau en visite au Maroc. L'impact de la pluviométrie exceptionnelle que connaît le Maroc est déjà palpable. Dans la province de Khnifra, les agriculteurs s'attendent à récolter 24 000 tonnes d'olives. C'est 15% de plus que l'année dernière. De la musique Rarnati dans la page culturelle de cette édition avec la clôture du festival de ce genre musical qu'accueille la ville de Oujda depuis 26 ans. L'hôpital de campagne militaire de Ouawizert est opérationnel depuis hier et il a été déployé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, afin d'améliorer l'accès des habitants de la province d'Azilal aux services de santé en cette période de grand froid. Une vingtaine de médecins de différentes spécialités sont mobilisés dans cette unité d'une capacité de 60 lits. Reportage Isa Sharqi, Mohamed Chima, le récit de Mehdi Soufiane. Sur les hauteurs de Ouawizert, une localité située dans la province d'Azilal, l'hôpital militaire de campagne est opérationnel depuis hier. Plus de 500 personnes, hommes, femmes et enfants, viennent quotidiennement bénéficier des prestations de santé que propose cet hôpital médico-chirurgical. J'ai consulté plusieurs médecins avant de venir ici, mais ils n'ont pas décelé mon problème. Je me suis donc tourné vers cet hôpital. J'accompagne ma mère qui souffre de calcul biliaire. Elle a fait des analyses. Nous attendons les résultats afin de programmer son opération. Composé de 19 médecins de 12 spécialités différentes, médecine générale, pédiatrie, ophtalmologie ou encore chirurgie, l'hôpital militaire de campagne dispose d'importants équipements logistiques. Il prévoit de fournir des services médicaux aux habitants de Douar reculés en cette période qui connaît une forte baisse des températures. 16 personnes ont été vues en consultation spécialisée. Le laboratoire aussi a délivré plusieurs prestations et plus que 80 paramètres ont été réalisés hier. L'hôpital propose consultation, analyse de laboratoire, examen au scanner, soins d'urgence et interventions chirurgicales et dispose également d'une pharmacie distribuant gratuitement les médicaments prescrits aux patients. Et sachez aussi que sur ordre du souverain, un hôpital militaire de campagne a été installé à Anfgou. Il est aussi composé d'un staff médical multidisciplinaire. Et nous restons toujours dans la page santé pour parler des efforts du Maroc afin d'endiguer le sida. Ils ont abouti à la réduction de 42% des nouvelles infections depuis 2010. Deuxième a contribué à la baisse de la prévalence de cette maladie en coopérant avec l'association de lutte contre le sida depuis 2005. Deuxième diffuse des soirées spéciales de prévention du VIH. Une nouvelle soirée SIDAction sera diffusée le 15 décembre prochain. Reportage Abdel Fattah Moumen, le récit est de Rachid Halawi. C'est le symbole universel de la lutte contre le sida. À 48 heures de la journée mondiale, la campagne de sensibilisation 2018 a été présentée ce matin à Casablanca. Elle se déroulera du 1er au 31 décembre prochain. Durant cette période, plusieurs médias, radios, presse écrite et audiovisuelle, notamment Deuxième, diffuseront des messages de prévention visant principalement à sensibiliser les jeunes. Des capsules vidéo ont été confectionnées pour attirer l'attention du grand public sur l'importance du dépistage. Selon les statistiques, 20 000 Marocains vivent avec le VIH et 30% des personnes atteintes du virus ignorent en être porteurs. Plus on fait le dépistage tôt et que les symptômes ne sont pas encore visibles, plus on sera en capacité de supporter le traitement médical, d'en bénéficier pleinement et de continuer à vivre normalement. L'association de lutte contre le sida et Deuxième uniront une fois de plus leurs efforts pour une nouvelle édition du SIDAction 2018. Une grande soirée est prévue le 15 décembre prochain en présence de nombreuses personnalités marocaines et étrangères, tous réunis pour lutter.
contre le sida. Les blouses blanches sont devenues noires aujourd'hui pour attirer l'attention sur la situation du secteur de la santé. Le mot d'ordre a été lancé par le syndicat indépendant de cette corporation. Il a été respecté dans tous les hôpitaux selon le syndicat. C'est le cas de l'hôpital Resseni à Fès qu'on voit sur les images. Ce mouvement fait suite au débrayage des 23 et 24 novembre dernier pour demander au département de tutelle l'ouverture d'un dialogue. Le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo-Ndang, est au Maroc. Il a été reçu par le chef du gouvernement, Saadadine Lohotmani. Lors de cette entrevue, Roger Nkodo-Ndang a salué l'initiative du Maroc d'accueillir le sommet du Forum mondial sur la migration et le développement qui se tiendra à Marrakech le mois prochain. Il a aussi salué l'appel lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI en vue d'engager un dialogue avec l'Algérie pour surmonter les différends entre les deux pays. Nous avons appris que le président gabonais effectuera un séjour médical au Maroc. Ali Bongo Ondimba sera admis dans un établissement hospitalier à Rabat pour rééducation et convalescence, conformément à ses souhaits. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a annoncé les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Il confirme le résultat annoncé entre Andy Rajolina, arrivé en tête le 7 novembre avec 39%, et Marc Ravalomanana qui obtient 35% des suffrages. Seuls 3 autres candidats sur les 36 au total qui se présentaient ont dépassé 1% des voix. Le taux de participation a atteint 54% en net recul par rapport au précédent scrutin de 2013 qui s'est établi à 61,5%. Le second tour se déroulera le 19 décembre. Et pour mieux comprendre les enjeux de ce scrutin, notre consultant, le politologue Khalid Chegraoui, nous a rejoint. Monsieur Chegraoui, bonsoir. Bonsoir. Quelle analyse faites-vous de ces résultats ? Bien déjà, il faut rappeler que c'est un pays, le Madagascar, c'est un pays qui a vécu énormément de crises politiques. En fait, depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il est passé déjà par 4 républiques. On est à la 4e république aujourd'hui, qui date de 2010. Et le grand problème, c'est que ces derniers scrutins, d'ailleurs, ils sont arrivés après moult problèmes, du moment que le président sortant, dont le nom est Rajanarimamapianina, n'a pas voulu quitter le pouvoir. On l'a obligé par la suite. Il y a eu sa démission en septembre dernier et un autre président par intérim. Donc on a mis en place les élections et le grand problème par ailleurs, c'est les ex-présidents qui se sont présentés. On a 4 ex-présidents qui se sont présentés parmi les 36 et on a eu la peur de revivre les mêmes crises qu'a vécu le Madagascar principalement à partir de l'an 2000, 2001 et 2002. D'ailleurs, les 2 protagonistes aujourd'hui qui sont arrivés en tête, Marc Ravalomanana et Rajolina, étaient déjà à la source de la crise de 2000-2001 jusqu'en 2009. Et il y avait cette peur que ça se reproduit encore une fois. Donc aujourd'hui, les 2 protagonistes ont essayé quand même d'apaiser la situation du moment qu'ils ont tous les 2 retiré leur requête et leur protestation. Ils ont en fin de compte accepté la situation et principalement l'édit de la Haute Cour constitutionnelle. Sûrement qu'il y a eu des interventions des pays riverains, principalement de la SADC, l'organisme d'intégration régionale de l'Afrique australe, et sûrement d'autres pays qui sont en relation directe avec Madagascar. Donc aujourd'hui, la peur, c'est que le deuxième tour, du moment que les 2 ont l'accepté, car l'histoire nous rappelle que en 2001, Ravalomanana n'est pas passé par le deuxième tour et n'a pas accepté le deuxième tour et il s'est autoproclamé président dès le premier tour. Par la suite, en 2009, Rajolina va être aidé par les militaires qui vont déposer Marc Ravalomanana et il va gouverner le Madagascar pendant 5 ans sans véritable légitimité politique ni élection. Donc il y a toujours cette peur au Madagascar de revivre le même problème. Alors aujourd'hui, il va falloir attendre le 19 décembre. Est-ce que les 2 protagonistes vont accepter en fin de compte les résultats? Alors là, je doute parce que le problème entre les 2 personnes est beaucoup plus compliqué qu'on le pense et surtout que le pays vit une situation économique très difficile, les caisses sont vides et ces 2 protagonistes déjà qui étaient au pouvoir n'ont jamais pu résoudre le problème et on pose la question, quel nouveau programme ils vont apporter pour sauver le Madagascar de sa déchéance et de sa situation compliquée? On va voir comment ça va se passer. Je rappelle que le second tour va se dérouler le 19 décembre prochain. Merci, monsieur Khalid Chegraoui. Le rôle
du Maroc comme porte d'entrée vers tout le continent africain a été souligné par le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes. Didier Reynders fait partie d'une importante délégation belge présidée par la princesse Astrid de Belgique qui est en visite au Maroc depuis 4 jours. Et il a pris part aujourd'hui à une conférence sur le thème « Ensemble vers l'Afrique ». Le récit est de Hind Mnabi. Mettre en place une coopération triangulaire entre la Belgique, le Maroc et le reste du continent, c'est l'objectif de cette conférence qui se tient sous le thème « Ensemble vers l'Afrique ». L'occasion pour la mission économique belge présente dans le royaume de souligner l'importance de soutenir des leaders régionaux tels que le Maroc. Je constate que le Maroc est très présent un peu partout sur le continent africain avec son réseau bancaire, mais aussi avec ses entreprises. Donc d'abord, c'est cette première capacité à l'ouverture que l'on doit utiliser. Ensuite, il y a des instruments, évidemment, que les pouvoirs publics mettent à disposition pour donner de l'assurance crédit. La Belgique, que nous connaissons tous, où il y a une colonie marocaine très importante installée là-bas et qui est en train de nous aider pour exporter ensemble vers l'Afrique. On souhaiterait aussi que les Belges, disons le patronat belge, s'investissent un peu au Maroc. Des entreprises belges qui ont investi près de 900 millions d'euros au Maroc en 2017 et qui comptent sur des partenariats avec des entreprises marocaines pour accroître leurs investissements directs en Afrique. Aujourd'hui, il y a une possibilité de triangulation entre la Belgique, le Maroc et le reste du continent. La Belgique est venue aujourd'hui proposer clairement des axes de développement avec les entreprises marocaines et nous a proposé d'organiser une deuxième rencontre en Belgique. Des ponts économiques entre Rabat et Bruxelles, des investissements dans les domaines de développement et des caravanes d'exportation conjointes. La coopération maroco-belge a décidément de beaux jours devant elle. Ce qui attire les investisseurs belges au Maroc, ce sont ses innombrables atouts, sa stabilité, son ouverture en particulier vis-à-vis de Bruxelles. L'Union européenne a absorbé 60% de ses exportations et la Belgique occupe une place de choix dans les échanges économiques du Royaume. Au terme des 6 premiers mois de cette année, les exportations belges vers le Maroc se sont chiffrées à 440 millions d'euros, soit plus de 2% par rapport à la même période de 2017. Mehdi Bourali. C'est une plateforme industrielle marocaine qui a permis à cet équipementier aéronautique belge de gagner en altitude. Arrivée au Maroc en 2012, l'entreprise a démarré son activité avec 15 personnes avant de prendre son envol pour compter aujourd'hui un effectif de 60 compétences marocaines, une main-d'œuvre qualifiée et des coûts attractifs qui ont permis à l'industriel d'être compétitif. Aujourd'hui, nous avons un support qui est fondamental et indispensable pour le bon fonctionnement de notre entreprise, et d'une part, et d'autre part, nous sommes un atout compétitif pour notre entreprise, pour notre maison mère belge, puisque aujourd'hui, dans les réponses à appels d'offres que l'on fait à nos clients, notre usine marocaine est un atout considérable dans les coûts que l'on peut proposer. Hub africain, le Maroc ouvre désormais de nouvelles voies de croissance pour les entreprises belges. Une porte d'entrée vers le marché du continent pour ce spécialiste des produits de construction présent dans le Royaume depuis 3 ans avec une plateforme de distribution. Il compte à moyen terme installer une usine de production au Maroc. C'est de développer le marché marocain dans un premier temps, mais aussi et surtout surfer un peu sur cette dynamique qu'a lancé le Maroc sur l'Afrique et donc d'utiliser un peu la filiale marocaine comme plateforme de réexportation et de développement des marchés, on va dire, logistiquement proches du Maroc. Donc ça va être l'Afrique du Nord et de l'Ouest essentiellement, mais pourquoi pas d'autres pays dès que le marché le justifie. Que ce soit dans l'agroalimentaire, la chimie ou encore les énergies renouvelables, de plus en plus d'opérateurs belges s'installent sur le marché marocain. Dans le même temps, 1800 entreprises belges exportent ces produits vers le Maroc. Des échanges commerciaux chiffrés à 11 milliards de dirhams, mais qui ne reflètent pas l'intensité des relations entre les deux pays. Nos échanges s'élèvent à un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Donc ça fait à peu près 11 milliards de dirhams. C'est bien, mais nous pensons qu'on peut faire mieux, puisque les relations dans tous les autres domaines sont excellentes. Et cette montée en régime des entreprises belges, que ce soit à travers des investissements ou des prospections commerciales, reflète tout l'intérêt et le potentiel de croissance offert par le Maroc. Le Royaume qui est aujourd'hui le 44e client de la Belgique et son 61e fournisseur.
Plus de 4500 Belges ont choisi de s'installer au Maroc. Parmi eux, Claude Sablon. Il vit près de Casablanca depuis 10 ans et travaille comme ambulancier dans les communes de Darboza et Bouskoura, où il est parfaitement intégré. Reportage Salima Benabou. Personne inconsciente. D'accord. D'accord, monsieur, on vous envoie les secours tout de suite. Des appels de détresse comme celui-ci, Claude en reçoit plusieurs par jour. Il faut partir. Nous avons une personne inconsciente sur le terrain de football de Arsenal à Bouskoura. Le temps est compté et les premières minutes sont souvent décisives. La capacité de Claude à gérer son stress et celui de son équipe est incroyable, même quand la situation est dramatique. Comme très souvent, ils sont les premiers à intervenir, à réconforter. Le professionnalisme de Claude est plein d'une humanité rare. Il y a l'effet stress, donc les délais d'intervention sont très importants et la qualité de prise en charge sont très importants. Il faut savoir que les interventions en milieu extra-hospitalier, on appelle ça les 4 minutes en or. Ce sont les 4 premières minutes sur lesquelles il faut prendre le patient en charge correctement. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Claude est aux côtés de son épouse Raja. L'espace entre les deux insufflations. Le couple dispense régulièrement des formations de gestes au premier secours en partenariat avec de grandes entreprises. Un savoir-faire, un savoir-être, une passion que Claude lui a transmis. Il m'a apporté le domaine que j'ai adoré, que j'ai aimé et je suis fière. Je suis maintenant formatrice au niveau de secourisme où je suis fière d'avoir un mari comme lui, bien sûr. Constamment sur le qui-vive, l'ambulancier et ses collègues s'accordent régulièrement quelques minutes pour discuter, échanger et partager. Ils en ont besoin pour affronter la dureté du quotidien. Le choix de vie de Claude est souvent évoqué. C'est quelqu'un de très humain. Claude n'est absolument pas attiré par l'argent. Il lui arrive très souvent d'ailleurs de prendre en charge le transport d'un patient. Il m'a beaucoup appris. Son expérience, sa culture belge est très importante, je crois, ici. Et si c'était à refaire, Claude ne changerait en aucun cas sa feuille de route. Si je dois retourner en Belgique, ce sera dans un cadre familial pour aller voir mes parents, voir ma famille. Mais dans un autre cas, au niveau professionnel, je compte bien rester au Maroc vu les projets qui sont entamés au niveau de l'aide médicale urgente et au niveau de la mise en place d'autres ambulances médicalisées. Chaque intervention est différente et à chaque fois c'est une nouvelle histoire dans laquelle il se sent utile. Après Darboza et Bouskoura, Claude rêve d'étendre son activité dans la région du Grand Casablanca, de quoi renforcer un peu plus son intégration, déjà très engagée au Maroc. Je vous le disais en titre, l'économie a été positivement impactée par la pluviométrie exceptionnelle de cette année. Dans la province de Khnifra, la production d'olives devrait augmenter de 15%. On s'attend à récolter 24 000 tonnes dans les oliveraies de la région. Reportage Sarah Jabri de Lys Cohen. Dans cet oliveraie situé dans la commune d'Ait Ishaq, la saison de la récolte a commencé il y a quelques jours. Ici, la cueillette se fait à la main ou à l'aide d'un peigne manuel pour préserver la qualité du fruit et ses chances de conservation. Cette année, la qualité des olives est meilleure grâce à l'abondance des précipitations, bien que celle-ci perturbe la récolte. Toute notre production est destinée à la fabrication d'huile d'olive. Et justement, partout dans la région, les unités de trituration tournent elles aussi à plein régime, d'autant plus que la saison est marquée par une production importante d'olives et des prix plus bas comparés à l'an passé. Actuellement sur le marché, 1 kilo d'olives coûte entre 4 et 5 dirhams. La production cette année est très abondante et de bonne qualité. Ce sont des prix qui ne conviennent pas aux agriculteurs puisqu'ils sont plus bas que le coût de production, d'autant plus que la main-d'œuvre leur revient très cher. Selon les estimations, la production annuelle d'huile d'olive au niveau de la province devrait atteindre les 24 000 tonnes. C'est 15% de plus que l'an passé. Sur ces 24 000 tonnes, 95% de la production est destinée à la fabrication d'huile d'olive, tandis que 5% est destiné à la conserve.
La production au titre de cette campagne est réalisée sur une superficie totale de 17 000 hectares à travers la province. Une superficie qui sera élargie avec la plantation de 3 500 hectares supplémentaires pour la filière oléicole. Et nous terminons ce journal avec la musique Rarnati, très populaire dans la ville de Oujda, un engouement qui s'exprime tous les ans depuis 26 ans à travers un festival qui contribue au rayonnement artistique et culturel de la ville. De nombreux jeunes ont participé à la réussite de cette manifestation qui s'est clôturée hier soir. Reportage Oussama Oufrer, récit Samia Halissi. À Oujda, la tradition musicale andalouse Rarnati se transmet de génération en génération depuis des siècles. Les jeunes sont nombreux à l'apprécier et même à la faire vivre. La ville d'Oujda est réputée pour son intérêt pour la musique Rarnati. Les musiciens de cette région préservent précieusement ce patrimoine arabo-andalou dont l'histoire est liée à la ville. Ces petits rats d'opéra n'ont pas hésité à esquisser des pas de danse sur des airs de Rarnati. Un souffle nouveau anime le festival de la musique Rarnati. Oujda est reconnu pour la musique Rarnati. Nous encourageons les jeunes à apprendre et aimer cette musique et actuellement on remarque que la jeunesse apprécie de plus en plus ce registre musical. La musique Rarnati joue un rôle important dans la formation artistique des jeunes. La musique Rarnati porte en souvenir le nom de la ville espagnole de Grenade, dernier bastion de l'Andalousie sous souveraineté musulmane. Les Grenadins, quittant la région après la Reconquista, ramènent vers le Maghreb leur tradition musicale, dont le style découle d'une symbiose entre divers apports arabo-ibériques. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations. L'hôpital militaire de campagne de Ouawizart a reçu ses premiers patients. Un staff médical multidisciplinaire d'une vingtaine de médecins est à l'œuvre dans cette structure déployée dans la province d'Azilal sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Voilà pour l'information de ce mercredi. Merci de votre fidélité. Le prochain point sur l'information en langue arabe avec Hicham Rafaoui à 21h. Excellente soirée à tous. À demain.